Bonsoir madame, messieurs, merci de suivre Congo 26 Télévision pour vous informer. Voici l'ossature de cette grande édition du journal. 24 avril 2026, 10 ans déjà depuis la disparition sur scène de Papa Wemba. Un vide difficile à combler tant l'homme est incapable. Le maître d'école est parti. Que des hommages à l'un des meilleurs artistes de la rumba congolaise. À la FDC, des pétards mouillés dressés contre Modeste Batiloukobo, président statutaire et autorité morale du parti, rencontrent une résistance farouche. Les partis de la HOU dénoncent également la campagne de dénigrement orchestrée contre l'un de ses membres, le député national Kikobia Kasusa, présenté à tort des aigris comme rwandais. Et puis, dans la municipalité Kalamu, au quartier Kimbangu, la crasse abonde. Quelles sont les causes? La réponse dans un instant. Voilà tout pour les sommaires, place à présent aux détails. Un anniversaire douloureux, il y a 10 ans, jour pour jour, quitté la terre des hommes, l'artiste musicien Shongo Wemba dit Papa Wemba à Abidjan en Côte d'Ivoire en pleine prestation musicale. Le roi de la rumba congolaise, mort à 66 ans d'âge, est une célébrité musicale de la RDC qui de son vivant a fait la fierté de la culture congolaise et africaine. 10 ans après son décès, le souvenir de Bakala Diakuba, le maître d'école ou encore Kuruyaka confirme l'adage selon lequel l'artiste ne meurt pas, mais il demeure éternel au travers de ses œuvres. Dans un autre dossier, s'exprimant sur les ondes de la Radio France Internationale RFI, Jean-Claude Tshilombayi a défendu un changement de la Constitution. Selon lui, cette initiative permettrait aussi de faire sauter les verrous des 2 mandats. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale estime que l'organisation des élections en 2028 dépendra avant tout du retour de la paix. D'après lui, il est difficile d'envisager un scrutin crédible alors que la guerre a contraint des millions de Congolais à quitter leur foyer, les empêchant ainsi à participer librement au vote. Écoutez-les. Des problèmes qui cherchent des résolutions, des problèmes récurrents qui se posent, entre autres relations entre les provinces et l'État central, mais aussi les compétences des provinces, plus précisément l'élection des sénateurs, des gouverneurs. Ces problèmes ne peuvent pas faire l'objet de révisions. S'il faut améliorer le fonctionnement, il faut changer la Constitution parce que c'est des situations verrouillées par l'article 220 de la Constitution qui refuse d'être modifiées. Cette fois-là, si nous voulons parfaire le fonctionnement des institutions provinciales et des entités territoriales décentralisées, il faut donc changer de Constitution parce qu'il n'y a pas possibilité de modifier. Lorsque l'on se réalise que cette conjonction entre l'État fortement centralisé et les choix voulus par d'aucuns d'un État fédéral n'arrive pas à fonctionner à merveille, et donc il est nécessaire que l'on revienne sur ce débat. Alors, si l'une des conséquences serait, par exemple, que le président se représenterait, et ça ne peut être que le choix du peuple souverain qui déciderait de modifier ou de changer sa constitution. Ce n'est pas ça le leitmotiv. Les raisons sont innombrables et c'est un besoin ressenti par notre population. En 2023, lorsque le président Tshisekedi est élu pour un mandat de 5 ans, qu'il exerce aujourd'hui avec un pays amputé d'une partie très importante du territoire national. Je ne sais pas qui sur cette planète Terre trouverait normal que l'on ait empêché un président de la République d'exercer pleinement son mandat et que l'on pense que le respect de la Constitution signifie seulement que lui quitte le pouvoir alors que ceux qui ont pris les armes en commettant la pire des violations de la Constitution ne s'en plaignent pas. Tant que la guerre n'est pas terminée, il est clairement notable que l'on ne peut pas aller à une élection dans les conditions d'une guerre qui a poussé 7 millions de nos compatriotes en dehors du pays, donc les obligeant ainsi à ne pas participer à l'expression libre de leur choix. Alors, il est clairement établi que une élection apaisée, une élection confiante se tiendrait dans des conditions de paix. Et les conditions de paix, pas seulement du silence des armes, mais aussi lorsque nous aurons recréé des conditions de rétablissement de nos compatriotes déplacés dans leur milieu de vie pour exprimer aussi leur suffrage, c'est à ce moment-là que nous aurons des élections apaisées. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Méchavani, est attendu à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des élus du peuple sur la gestion dans un contexte sécuritaire très tendu. La plénière est fixée pour le lundi 27 avril prochain en vue d'examiner ce dossier. En dépit de nombreuses manœuvres d'obstruction, cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une motion de défiance initiée à son encontre par les députés nationaux Ladi Yangoti Kalasenga qui lui reproche l'incompétence au regard de la montée de l'insécurité dans la ville de Kinshasa et dans l'arrière-pays.
De son côté, l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés dénonce des manœuvres de nouveaux montages grossiers dirigés contre son président national statutaire et autorité morale, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo. Le parti attribue ces accusations à un groupuscule de dissidents exclus qu'il accuse de mener une campagne de calomnie à travers des faux rapports adressés aux services de sécurité. Dans ce contexte, la FDC rejette également les accusations visant Hilaire Kikobia Kasusa, présenté à tort comme rwandais, et précise qu'il est congolais de père et de mère. Le parti de la OU appelle les services de sécurité à ne pas se fier aux rumeurs non fondées, réaffirme son soutien au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'instabilité des institutions provinciales due aux motions à répétition contre des animateurs des exécutifs est la cause principale de la déstabilisation de certaines entités territoriales. Le cas du Sud Kivu où le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki est accusé par ses détracteurs. Pourtant, à la dernière conférence de gouverneurs tenue à Bandundouville, le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, a insisté sur la collaboration entre les institutions provinciales. Décision jusqu'ici qui semble être foulée au pied au profit d'intérêts égoïstes. Tony de la Messo nous fait ce rappel. La transformation de nos provinces ne dépend pas des moyens financiers, des routes ou de l'énergie, mais d'abord de la qualité de la gouvernance. C'est l'exhortation du président de la République, Félix Tshisekedi, aux institutions provinciales lors de la 13e session de la conférence des gouverneurs tenue à Bandundouville, chef-lieu de la province d'Ikwilu. Là où les conflits entre exécutifs provinciaux et assemblées provinciales se multiplient, là où les rivalités de personnes prennent le pas sur le sens de l'État, là où les mécanismes de contrôle sont détournés à des fins de pression, de blocage ou de marchandage, l'action publique s'affaiblit, l'investissement recule et les populations attendent en vain les résultats qui leur ont été promis. Ces rappels à l'ordre du chef de l'État est foulé aux pieds par certaines institutions provinciales, à l'exemple de la province du Sud Kivu, où se prépare une motion de défiance contre le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki, dont les griefs mis à sa charge ne reflètent nullement la réalité. Cette pratique révolue est l'œuvre d'un labo bien identifié, monté de toutes pièces, dans le seul but de nuire à la personne de Purusi et à l'ensemble des Sud-Kivusiens en quête de paix. C'est pourquoi j'en appelle une fois de plus à la responsabilité politique de tous. Ce dont nos provinces ont besoin, ce ne sont ni des institutions rivales, ni des institutions paralysées. Ce dont elles ont besoin, ce sont des institutions solides, résilientes, qui coopèrent et qui gardent en toutes circonstances le souci supérieur de l'intérêt général et du bien-être des populations. L'initiative des laboratoires odieux, loin d'enlever au gouverneur Jean-Jacques Purusi sa qualité de bon élève de l'école Tshisekedi, au-delà de sa clairvoyance et son dynamisme à la tête du Sud Kivu. Après tout, le chien aboie, la caravane passe. Bon travail, monsieur le gouverneur. En mission officielle à Washington, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka s'illustre par l'engagement actif de la République démocratique du Congo dans le développement du corridor de Lubito, un projet stratégique au cœur des priorités économiques favorisant l'amélioration des conditions de vie, notamment par la création d'emplois, le développement économique et le meilleur accès aux soins essentiels. Suivez-la dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Le corridor de Lubito n'est pas juste un projet logistique, mais plutôt un projet qui va créer un écosystème autour. Donc ça, c'est vraiment pour améliorer la connectivité au sein du pays. Nous avons discuté du corridor de Lobito, comment ce corridor de Lobito n'est pas juste un projet logistique, mais plutôt un projet qui va créer un écosystème autour avec notamment un boost au niveau de l'agriculture, un boost au niveau de l'énergie, etc. Et la connexion entre le rail qui va être réhabilité dans le cadre du programme Lobito, ainsi que les routes et les aéroports. Au-delà du fait qu'il soit un corridor économique, c'est comme un corridor de développement. C'est un des éléments de l'ensemble des corridors
pour le développement de notre pays. Nous avons plusieurs routes, la route de Kalambambouji, la route de Loufou en Angola, nous avons plusieurs routes de Kaemba. Et donc toutes ces routes doivent être développées pour permettre à ce que les populations qui sont autour du bassin du corridor de Lobito puissent être les premiers bénéficiaires. C'est important d'être là parce que ça démontre à tous nos partenaires l'importance que nous, en tant que gouvernement, nous donnons à la question. Entre travail et prière, la question se pose sur la gestion du temps. Est-ce que la prière pourrait-elle handicaper le travail? Tentative de réponse dans cet élément de Sephora Obi et Israël Nguita. Décidément, les Quinois sont loin de savoir faire la différence entre le temps des activités ecclésiastiques et celui consacré au travail et autres occupations journalières. Pour plusieurs personnes, la prière est le remède magique approprié à tout problème, même de survie, d'où sa présence sur toute occupation. Dieu nous a créés entrepreneurs. Dieu a dit que l'homme doit travailler avec ses mains. Donc la prière doit accompagner le travail de l'homme. Comment? Je vais à l'église pour apprendre comment gérer mon travail, comment être sérieux dans mon travail, comment considérer mon travail, et après je pars travailler. C'est dans mon travail que je serai béni. Mais la prière m'aide à bien travailler. C'est qu'on m'apprend à l'église m'aide à bien travailler, m'aide à bien considérer mon travail. Les pasteurs me donnent l'importance du travail. Le pasteur m'apprend comment respecter mon travail. Les pasteurs m'apprennent comment créer du travail. Et quand je sors de l'église, je vais maintenant sur le terrain où je vais travailler. Si je suis employé, je vais respecter mon emploi. Si je suis créateur d'emploi, je vais créer l'emploi. Donc, le travail est important. Elle doit être accompagnée de la prière, mais la prière ne doit pas prendre le temps du travail. En quoi certains responsables de lieux de culte, l'obligation est faite aux fidèles de participer à l'ensemble des programmes hebdomadaires de l'Église. C'est pourquoi même la Bible dit chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Un temps pour la prière, un temps pour le travail. Mais il y a des questions que nous posent les pasteurs. Vous prenez les gens tous les jours. Du lundi au dimanche, les gens ne vont pas au travail. Et comment vous faites avec ça? Non, une bonne église ne laissera pas les gens venir à l'église tous les jours. Une bonne église laissera les gens aller travailler. Puisque c'est quand les gens vont travailler qu'ils vont aussi ramener la dîme à l'église. C'est quand les gens vont travailler qu'ils auront une vie comblée. C'est quand les gens vont travailler qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que les premiers travailleurs, les premiers entrepreneurs, c'est Dieu lui-même. Un dossier assez complexe en République démocratique du Congo, un pays où le travail est une nécessité impérieuse. Le quartier Kimbangu, situé entre les municipalités Kasavubu et Kalamu, étouffe littéralement sous des déchets, des eaux et des tas d'immondices. Alors que les opérations d'assainissement se succèdent sans résultat, la crasse continue de gagner du terrain. Israël Nguita a fait ce constat. Le quartier Kimbangu étouffe. À la frontière des communes de Kalamu et Kasavubu, les déchets et les eaux stagnantes ont fini par confisquer l'espace public. Un constat d'échec malgré la succession des campagnes d'assainissement est amer. Sur la 3e rue, une des principales acteurs de cette partie de Kinshasa, les défis ne plus seulement de nettoyer, mais de maintenir. Nous sommes au quartier Kimbangu 1 sur la 3e rue. Les zones nous handicapent. Quand il plaît, impossible de circuler. La route devient impraticable. Les tuyaux endommagés, l'eau stagne. Aux autorités de la régie des eaux d'y remédier pour nous épargner de ces cauchemars. Nos tronçons sont endommagés. Pour cause, les tuyaux de la régie des eaux. Il y a eu bel et bien présence des agents, mais justement pour régler le problème principal, sans pour autant s'intéresser aux dégâts enregistrés. Et ça a vraiment salité, moyen pour l'État vraiment, ils ont un peu la difficulté. Sans une gestion structurelle et pérenne, la crasse continuera de gagner du terrain. Au grand dam de la santé des riverains, les autorités compétentes devraient prendre des mesures de prévention avant que le pire n'arrive.
Dans les secteurs de médias, le magazine Malembe Africa Horizon a vu le jour au CEPAS dans la municipalité Gambé à Kinshasa. Mardi 21 avril 2026, le mensuel a été porté sur le fond Baptissimo par le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum, directeur général de l'INRB, en présence de son éditrice Laetitia Malembe, de représentants de l'ex-IFASIC, des hommes politiques, des patrons d'entreprises, le cas d'Ingène et de plusieurs autres invités du monde médiatique. Regardez. Saldeker et Léon du CEPAS, parmi les invités de marque, venus saluer la naissance du magazine Malembe Africa Horizon, figurait le célèbre Dr Muyembe, l'honorable Colette Chumba, aux côtés du président du conseil d'administration d'Ingène, la rectrice de l'UNICIC, représentée ainsi que de journalistes, des cadres d'entreprise et plusieurs acteurs de la société civile. Dans son intervention, l'éditrice Malembe Lobeya Laetitia Francisca a présenté la vision qui sous-entend la création de ces nouveaux médias et a insisté sur la responsabilité des médias dans la construction d'une opinion publique éclairée. Malembe Africa Horizon, c'est bien plus qu'un simple magazine. C'est une vision qui consiste à mettre en lumière les initiatives positives, les talents, les institutions et les acteurs qui contribuent chaque jour à faire avancer notre pays et notre continent. Le moment le plus attendu de la cérémonie a sans doute été le baptême officiel du magazine par le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum. Le champagne qui va couler sur vous est un signe de crédibilité et de confiance que le monde va donc vous accorder. Prenant la parole, le professeur Anakle Vumbo de l'Université des sciences de l'information et de la communication a lancé un appel aux autorités académiques de l'UNICIC ainsi qu'aux produits de cette institution de soutenir cette œuvre qui honore le nom d'un des pionniers de la presse et de la formation journalistique en République démocratique du Congo. Je m'engage à mettre à votre disposition, madame, en cas de besoin, nous mettre de la chair presse imprimée. Autre moment notable de cet événement, la vente aux enchères de premiers exemplaires du magazine. Cette initiative a suscité l'enthousiasme des invités, plusieurs personnalités présentes prenant part à cette activité pour manifester leur soutien à l'œuvre et son ambition de promouvoir un journalisme de qualité. Au-delà du lancement d'un nouveau support médiatique, cette cérémonie revêtait également une portée mémorielle. Comme l'a rappelé l'éditrice, la création des Malembe Africa Horizon s'inscrit dans la volonté de perpétuer un héritage intellectuel, celui du professeur Paul Malembe Tamondiak. Actualité en dehors de nos frontières. Ils sont en total 486 membres présumés de la Mara Salvatrucha, mieux connue sous la dénomination MS-13, une bande de criminels œuvrant sur les territoires du Salvador, pays situé en Amérique centrale. Le procès de ces derniers a commencé cette semaine devant la justice, vitrine de la justice antidrogue menée et la lutte antidrogue menée par le président Nayib Bukele. L'audience illustre à la fois l'efficacité sécuritaire revendiquée par le pouvoir et les inquiétudes croissantes sur les dérives autoritaires du régime en place. Détail dans ce reportage de nos confrères de France 24. Ils sont des centaines, tous vêtus de blanc, crâne rasé, mains et pieds enchaînés. Ces 486 prisonniers assistent à leur procès collectif depuis le centre de confinement du terrorisme, une prison de haute sécurité au Salvador. Tous sont accusés par le gouvernement d'être membres de la Mara Salvatrucha, le célèbre gang MS-13. Ils auraient, selon l'accusation, commandité plus de 47 000 crimes entre 2012 et 2022. Leur destin se décidera dans cette pièce. Dans le cadre de ce procès, où nous allons régler une dette historique, va-t-on leur imputer tous les crimes commis par la Mara Salvatrucha au cours de ces 11 dernières années? La réponse est oui. Un procès historique que le président salvadorien Nayib Bukele compare à ceux de Nuremberg. Ce n'est pas le premier de ce type à se dérouler sous sa présidence. En mars 2025, des membres du gang Barrio 18 avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à 245 ans de prison chacun. Des mesures extrêmes rendues possibles par l'état d'urgence décrété par Nayib Bukele en mars 2022, à la suite d'une période de violence particulièrement intense entre gangs. Ce prétendu état d'exception a suspendu les droits fondamentaux, notamment celui d'être informé des motifs de sa détention et le droit à un avocat.
Il a été prolongé 49 fois consécutives, provoquant l'indignation des organisations humanitaires. La Commission interaméricaine des droits de l'homme demeure très préoccupée par les conséquences pour les droits humains de la prolongation excessive et injustifiée de l'état d'urgence au Salvador. Ce régime suspend le droit à une défense juridique et le droit à l'inviolabilité des communications. Depuis l'instauration de l'état d'exception, 91 000 personnes liées à des gangs ont été arrêtées selon les autorités. Le président salvadorien a toutefois reconnu qu'au moins 8 000 innocents avaient été arrêtés à tort. Ils auraient, selon lui, été depuis libérés. Considéré comme l'un des plus grands symboles sportifs du pays, le stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa se retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique révélatrice des dysfonctionnements profonds entre insécurité persistante sur son esplanade et l'absence de mesures d'accompagnement après la démolition des constructions anarchiques. La situation met en lumière l'incapacité à la fois des gestionnaires de ce stade, de l'infrastructure et des dirigeants de la ville de Kinshasa à assurer la gouvernance efficace et responsable. Détail dans ce reportage de Gloire Kitega. Initiée il y a peu, l'opération de démolition des constructions anarchiques autour du stade de martyrs de la Pentecôte en vue de l'assainissement du site s'est transformée en une initiative improvisée. Plusieurs langues estiment déjà que l'hôtel de ville de Kinshasa a visiblement manqué à son devoir d'accompagnement social, laissant libre cours à l'insécurité et à la désorganisation. Il est arrivé que la ville de Kinshasa décide de nouveau de venir casser les habitations anarchiques tout autour de l'enclos du stade de martyrs. Cette initiative devait avoir un projet derrière. Ce n'est pas simplement que vous venez, vous cassez et vous partez. Et les engins de l'hôtel de ville avaient un peu, en quelque sorte, cassé notre clôture. Maintenant, cet espace qui est cassé, qui devait être arrangé, réparés par l'hôtel de ville de Kinshasa, depuis qu'ils sont partis, silence radio. Mais pointer uniquement les autorités urbaines serait une lecture partielle du problème. La gestion même du stade interroge. Avant que la population puisse nous jeter des pierres, avant que la population puisse nous insulter à tort, on vient demander aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa, les gouverneurs de la ville, de voir un peu cette situation des gens qu'on a cassé leur maison, s'ils peuvent être déplacés. Parce que ce n'est pas logique qu'on puisse casser et laisser les personnes à la belle étoile. Alors ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils prennent refuge au stade de martyrs, chose qui n'est pas du tout normale. Au final, le stade de martyrs devient le miroir d'une gouvernance fragmentée où chaque acteur se renvoie à la faute pendant que le désordre s'installe durablement. Une situation qui appelle, au-delà des dénonciations, à des décisions concrètes et à une véritable volonté politique d'agir pour le mieux. Fin de cette grande édition, je vous rappelle ses principales articulations. Vendredi 24 avril 2026, 10 ans déjà depuis la disparition sur scène de Pepper Wemba. Un vide difficile à combler tant l'homme est incapable. Le maître d'école est parti, que des hommages à l'un des meilleurs artistes de la rumba congolaise. À la FDC, les pétards mouillés dressés contre le professeur Modeste Batsonkwebo, président statutaire et autorité morale du parti, rencontrent une résistance farouche. Le parti de la OU dénonce également la campagne de dénigrement orchestrée contre l'un de ses membres, le député national Kikobia Kisusa, présenté à tort par des aigris comme rwandais. Et puis, dans la municipalité Kalamu, au quartier Kimbangu, la crasse abonde. Quelles sont les causes? Vous avez suivi le journal, les informations, la réponse dans ce journal. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir chez vous.